Merci Eliane, bonjour à tous et merci à l'équipe du musée. Comme ce qui a été présenté, Raël Sonrevla, l'enseignante au département d'histoire, historienne de formation. Je prépare actuellement un doctorat d'histoire sur le thème des gens de la Varadjan. C'est ma deuxième intervention dans le cadre du café de musée et on m'a dit que ce qui m'intéresse surtout, ce sont les domaines, les maisons et les tombeaux. Donc aujourd'hui, peut-être que je serai... Je peux me mettre ici? Comme ça, je ne... Excusez-moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des domaines et propriétés, pouvoirs en Tananarive au 19e et 20e siècle. Je commence mon intervention par une série de définitions. Qu'est-ce qu'on entend par domaine? Qu'est-ce qu'on entend par propriété? Et est-ce que cela convient vraiment au contexte malgache de l'époque et surtout le contexte Mirne, parce que je vais parler surtout de Tana. Donc, d'après la définition très simple, basique de Larousse, le domaine, c'est une propriété foncière de vaste étendue, comprenant généralement une habitation de maître et d'autres habitations de maître, des dépendances, des cuisines et des terrains de culture. Pour la propriété, c'est un bien, un terrain, ça peut être aussi un domaine, une maison, mais considérée dans leur appartenance à quelqu'un. C'est-à-dire que jusque-là, ce n'est pas la taille, il n'y a pas une référence exacte pour dire qu'à partir de telle superficie, c'est domaine et à partir de là, c'est propriété. Donc, en tant qu'historienne, je voudrais vous expliquer comment l'acquisition des domaines et des propriétés se sont organisées dans le royaume Mirne et s'il te plaît, le royaume Mirne est composé surtout de ce qu'on appelle le Ménabé. J'ai fait exprès, excusez-moi, de ne pas traduire parce que je ne sais pas comment traduire. Je vous prie de bien vouloir m'aider. Le Ménabé, le Ménakel et le Lumptan. Quelle est la différence entre les trois? Le Ménabé, c'est la plus grande partie du royaume, placée sous l'administration directe du roi, c'est-à-dire la partie en bleu dans le diapo. Et les autres parties, bleu ciel, jaune et autres, ce sont les Ménakil. Les Ménakil, en fait, c'est une partie du royaume donnée par le roi ou la reine aux autres membres de sa famille. Ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir un Ménakil. Ce sont surtout ce qu'on appelle les Indines de haute lignée. Et les Ménakiliens, ce sont, en français on traduit fief, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout sous le contrôle du roi. Autre propriété, c'est le Lumptan, c'est toujours dans le royaume, mais cette fois-ci dans le Ménabé, c'est-à-dire que dans le Ménabé, il y a encore d'autres territoires libres appelés Lumptan. Et ces Lumptan, ce sont des terrains donnés par le souverain ou la souveraine, souvent à des ouves. Parce que d'après les traditions, la terre appartient au roi, mais par service rendu, le roi attribue des terrains aux ouves et on appelle ça des Lumptan. Ce qui veut dire que pendant la période royale, vous voyez, après Michael, pardon. Pendant la période royale, la haute ville, choisie par le roi Njianzak comme sa capitale, abrite surtout des nobles des Indines. Et ce que je voudrais vous attirer votre attention, parce qu'on parle de domaine et de propriété, la maison, les Tchankut. En bas, il y a deux maisons jumelles, deux maisons en bois appelées Tchankut. Vous allez peut-être me dire que mais elles sont petites. Elles sont petites, mais elles sont révélateurs du pouvoir de leur propriétaire. C'est-à-dire que cet endroit, appelé Atsatsrou, du côté ouest du Rouv,
appartenaient à des Angemas navals, c'est-à-dire des Indines, des nobles de haute lignée. Eux, ils ont leur résidence. Ces deux maisons s'appelaient Mahassou et Menalefun. Et les propriétaires, à part ces deux maisons, ont d'autres domaines à Nusmiar Mirna dans la Varadjan et à Fenorivo du côté sud de Tana. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui nous intéresse surtout, c'est le nombre, mais aussi c'est pas un cadrage géographique spécifique. Ça doit être dans le sud, ça doit être dans le nord. Des fois, c'est dans le sud, des fois dans le nord, et des fois, c'est les deux en même temps. Alors, pendant la période royale, comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir du 19e siècle surtout, les rois ont le roi donne des terrains aux Ouv, qu'on appelle l'Umptan. Mais il y a une, je sais pas, si je peux m'exprimer ainsi, il y a une règle jusqu'au début du 19e siècle. La haute ville, c'est-à-dire les quartiers très très proches du Rouv, ça reste andine. Les Lumptan, alors où est-ce que le roi il va donner, les souverains successifs vont attribuer les Lumptan? C'est surtout du côté ouest, c'est-à-dire en Kadfoutsi, en Tanmen. Nous on dit en Tanmen, la terre rouge, mais l'appellation initiale c'était Antani Noumen, le cadeau. Le cadeau que le roi Anjenaponomer a donné à Yagamenti. Donc parmi ceux, les Ouva, les gens qui sont de la Varadjan, parmi les gens de la Varadjan qui vont devenir propriétaires durant la période royale, il y a surtout ceux qui sont conseillers du roi. Yagament qui va recevoir en Tanmen, Ramayir, peut-être c'est un nom que vous ne connaissez pas, mais Ramayir, il est ancien gouverneur de Mananzar, c'était le grand-père de Rainandjema Panj. Et Ramayir, il possédait un grand domaine à Kadfout, qu'il y avait même un adage qui dit c'est pour dire que c'est vraiment immense. C'est le top de tout ce qui est grand. Quand on veut dire un grand nombre, on fait référence à la propriété de Ramayir. Autre individu qui devient propriétaire aussi ou qui reçoit un terrain, un domaine de la part du roi, c'est Louis Gros. Tout à l'heure, je vous ai parlé des Indines. Les Indines, eux, ils reçoivent ceci et cela de la part du roi. Je vous ai parlé des Ouv, qui sont les conseillers ou ceux qui ont aidé le roi pour avoir le trône. Et maintenant, les Européens, à l'exemple de Gros, parce que pourquoi Louis Gros, il a construit pour le roi Radama Ier le palais de Soneran, dommage, qui n'est plus visible de nos jours, et le palais de Tchanvoul. Et le domaine de Gros dans tout ça, le roi Radama Ier, il a donné à Louis Gros un terrain, c'est toujours du côté d'Akadfout, mais encore un peu plus à l'ouest, et le terrain même est appelé le champ de Gros, le Saha, Animsan Gros. L'appellation même ça, que moi je traduis champ, c'est vraiment novateur parce que jusque-là, c'est Radama Ier en collaboration avec Gros qui commencent à travailler, à aménager. On a oublié la photo, mais on aurait dû mettre le palais de Mazouarive. Nous vous prions, excusez-nous. Alors, le San, pour Radama Ier, alors c'est le palais de Mazouarive, et pour Louis Gros, son collaborateur, c'est Akadfouti. C'est-à-dire que c'est un domaine peut-être vide, vous allez peut-être dire qu'il n'y a rien de construit à l'intérieur. Il n'y a rien de construit à l'intérieur, mais le fait, je parle du San Gros, mais le fait de faire, d'aménager, de cultiver des arbres fruitiers, c'est là que Louis Gros nous intéressait.
la présentation, elle est chronologique. Donc, après Radama Ier, c'est au temps de Ranavala Ier. Ranavala Ier, elle est arrivée au pouvoir surtout sous le soutien, avec l'appui des Houves, les Houves de la Varajan. Alors, sur la photo, je vais me lever peut-être. La maison qui nous intéresse surtout, c'est celle-ci. C'est la maison appelée la maison des Andjefandjouv, à l'ouest du palais. La maison d'Andjefandjouv appartenait... ça ne vous dérange pas si je reste debout? D'accord. La maison d'Andjefandjouv, propriétaire des Tsmafout, c'est-à-dire les Houves originaires d'Amboumang. Pour rappel, il y a surtout deux groupes Houves. Il n'y a pas que deux, hein. Je dis bien, ce sont surtout les deux qui vont dominer, ceux d'Amboumang et ceux d'Ilaf. Les gens d'Amboumang, eux, ils vont occuper, même l'occupation de l'espace, c'est par ordre royal. Ils vont occuper la partie ouest et avec comme symbole la maison de Renzouari. Renzouari qui est enterré. Ça, c'est encore visible de nos jours. Le tombeau de Renzouar se trouve juste à l'entrée de l'hôpital Joseph Rasset à Befilatanen. Et l'un des fils de Renzouar, c'est Rentim Bazafi. Au début de la colonisation, au début de la conquête coloniale, le gouvernement français décide de destituer Reine Layarvoun et le fait remplacer par Rentim Bazafi. Donc, ce n'est pas pour un rien, c'est parce que c'est un descendant de Renzouar qui était parmi les premiers Houves qui ont participé à l'arrivée au trône d'un souverain. Deuxième groupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les Andafé Varaj. Les Andafé Varaj avec la maison de Regnard. Il y a le palais de Manzakamiadana, le palais de Manzakamiadana qui était encore en bois. Et le palais de Manzakamiadana a été construit par Jean Laborde. Et Jean Laborde, très ami avec Regnard, et Regnard lui a demandé de construire une maison semblable à celle de la reine, mais version plus petite. Et Regnard obtient aussi... dommage, on ne voit pas à travers la photo. Mais Regnard reçoit aussi de la part de la reine le futur Varaj, le terrain. Et à Issourac, le tombeau de Regnard, qui n'a pas été encore achevé au moment de son décès. Mais tout cela, c'est pour... amorcer que comment les gens ils se sont installés, comment ils se sont organisés pendant la période royale. Et après, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, on dit que le pouvoir en place était un pouvoir oligarchique dominé par Reine Layarvoun, c'est-à-dire le premier ministre Reine Layarvoun, fils de Regnard. Et pour gouverner l'île, il a désigné pas mal de ses cousins. Et parmi ses cousins, le palais du Premier ministre... j'ai oublié. Le palais du Premier ministre, peut-être, je n'explique plus, mais surtout celle-là. Cette maison, c'est l'actuelle RLI, devant le palais. Et celle-là, qui n'est plus visible de nos jours, c'est la maison de l'ancien ambassadeur Ravunai Chiniariv. Ravunai Chiniariv qui a été condamné avant même la colonisation, qui n'a pas laissé d'enfants, mais les héritiers, vous allez peut-être me dire, mais comment se fait-il qu'on ne trouve plus la maison? Il y a les aléas climatiques, mais il y a aussi les problèmes entre les héritiers. Et après les propriétés de Reine Layarvoun, c'est-à-dire le symbole même du pouvoir, le domaine Reine Layarvoun, nous allons passer à la suite, c'est-à-dire aux membres de l'oligarchie. Le domaine Rimboy à 4 foot. Donc déjà, le mot 4 foot revient tout le temps.
Il y a ceux qui ont reçu des terrains de la part de tel souverain en cas de faute. Un tel a reçu en cas de faute. Raimbwai placé en cas de faute. Raimbwai était aussi en cas de faute. Raimbwai a 14 honneurs. À l'époque, les honneurs vont de 1 à 16. 16, c'est pour le Premier ministre. Donc 14, c'est pas très loin de 16. Bon, la maison de Raimbwai, invisible en 2024. Il n'y a même plus ruine. Mais cette maison a 2 étages, à 3 même, parce qu'il y a un grenier encore entretenu à l'époque. Le domaine Raimbwai, hein, dans la définition, nous avons dit qu'il y a une maison de maître. On appelle domaine une grande propriété qui abrite la maison du maître. Donc, Raimbwai, mais la spécificité des domaines pour les Malgaches, maison et tombeau. Et le tombeau, c'est le symbole même du pouvoir. Pourquoi? Parce que dans le royaume, certains groupes andines bénéficient de ce qu'on appelle le Chanmanara sur leur tombeau. Les Houva, ils ont réussi économiquement, ils ont des places politiques. Mais eux, ils vont se distinguer par l'architecture de leur tombeau. Et l'architecture typique, c'est celle de Raignard, qui va être copiée par les grands de l'époque. Alors, après Raimbwai, c'est Raignanzala. Raignanzala, 15 honneurs, officier du palais, chef de l'armée durant la bataille d'Andjib. Et il a cette propriété, ce domaine, peut-être dans un état pas très très joli, mais ce domaine se trouve en Zanar. Raignanzala a d'autres domaines. Celui qui est très très célèbre, c'est Mampirk, à Nalakil. Mais nous, on a fait exprès de ne plus parler de Mampirk parce que tout le monde se connaît Mampirk, entre guillemets, tout le monde connaît Mampirk, mais cette maison, la spécificité de cette maison, c'est que ces maisons missionnaires en briques et tout, mais l'une des caractéristiques, si vous voyez bien, la partie bleue là, montre la façade est. Il y a une toiture métallique. Et cette façade-là, c'est la façade ouest. Qu'est-ce qui est intéressant dans tout cela? Je ne sais pas comment on appelle ça, mais moi j'ai dit, la maison elle est recto verso. C'est ce qu'on voit à l'est, on voit à l'ouest. Et dans la cour, il y a le tombeau. Et cette propriété a été enregistrée, j'ai farfouillé dans les journaux officiels. Cette propriété a été immatriculée sous le nom de Tanjazan, qui s'étend sur une superficie de 1,50 hectare, 4 maisons, des dépendances, un tombeau, une cour, un terrain cultivé et un jardin potager composent le domaine. De nos jours, parce qu'il y a extension urbaine, on ne voit plus les traces, mais c'est aussi entouré de tambous. Et plus les couches sont élevées, les couches des murs qui clôturent la propriété, plus c'est aussi une lecture sociale sociale du pouvoir, c'est que plus les couches sont élevées, plus la propriétaire ou le propriétaire a plus de pouvoir. Bon, après Raignanzala, Rintopnier. Le tombeau de Rintopnier qui se trouve en Batumet, je crois que c'est plus comme ça maintenant. Rintopnier qui reçoit de son cousin Ranlaervun tout le domaine d'Ambatumet. Et c'est aussi entouré de tambours. Rintopnier, 15 honneurs. Cousin et chef des aides de camp du Premier ministre, qui a bâti un tombeau de la même architecture que celui de Raignard, mais en version plus petite. La plus grande, c'était le tombeau du Premier ministre. Après, nous avons vu le tombeau après, il y a le tombeau de Rintopnier. Et ce tombeau,
qui a la même architecture que le tombeau du Premier ministre, avec la même galerie extérieure, possède des balustrades avec 5 arcades de côté et entouré de tambours. Toujours dans la pas dans la Varadjan, mais du côté d'Ambatment. Autre tombeau, autre domaine, pas autre tombeau, mais tombeau qui se trouve dans un grand domaine, c'est le tombeau de Rensuravanmanan. Rensuravanmanan, 15 honneurs. Je vous rappelle que le 16 s'est attribué au Premier ministre, les 16 honneurs, Rensuravanmanan, alors 15. Membre du cabinet de Renlaervoun, et il était parmi ceux qui ont aidé le Premier ministre lors de différents complots. Parmi les complots, c'est le complot Rassat de 1868. C'est-à-dire qu'il était toujours proche de... Il a toujours soutenu le Premier ministre. Et pour qu'il y ait un peu plus de chiffres, chaque côté de son soubassement carré mesure 15 mètres de côté, comporte 5 arcades. 5 arcades, alors c'est pareil que l'autre de tout à l'heure. Et chaque arcade est distante de 2,20 mètres. Et l'étage supérieur, en retrait de 2,50 mètres par rapport à l'étage inférieur. Et après, nous revenons, c'est toujours dans le pouvoir oligarchique, mais du côté indien, parce que même si c'est un pouvoir oligarchique, il y avait toujours des Indines qui sont au pouvoir, les souveraines. Alors, cette belle propriété, qui n'est plus là maintenant, c'est la propriété de la princesse Ramasenjazan, qui était Ramasenjazan. Ramasenjazan était l'une des tantes de la reine Ranavala III. Et la propriété durant le règne de Ranavala III, alors, Ramasenjazan a fait bâtir cette très belle demeure. Actuellement, il y a le lycée Galeni, mais le domaine lycée Galeni, c'était l'ancienne propriété de la princesse Ramasenjazan. Et au début de la période coloniale, Ramasenjazan a été accusé de trahison et de complot contre le pouvoir colonial. Donc, tous ces biens ont été, réquisitionnés par l'État. Autre domaine sur la Haute-Ville, c'est le domaine du prince Ratsimamang. Le prince Ratsimamang, c'est un oncle. Ramasenjazan, c'était la tante. Ratsimamang, c'est l'oncle. Et la maison du prince Ratsimamang, l'actuel état-major militaire, c'est juste à côté. Le prince Ratsimamang était le chef de ce qu'on appelle les Anakanjin, c'est-à-dire le chef des princes, mais aussi en même temps conseiller de la reine. Dans l'ouvrage de Jean Carroll, il a écrit un ouvrage intitulé « Chez les Ouvres ». Et à la page 380, il est écrit « La demeure du prince Ratsimamang est l'une des plus belles maisons de la Haute-Ville. » Mais ces biens ont été aussi réquisitionnés à la veille de la colonisation, au début de la colonisation, excusez-moi. Dernière personne que nous allons prendre dans le pouvoir oligarchique, c'est le prince Ramadj. Le prince Ramadj, c'est au milieu. Le prince Ramadj, lien familial du prince Ramadj, il était le neveu de la reine Ranavalona II. Et Didier Nativel apportait que le prince Ramadj reçoit de la part de Ranavalona III des Menakeli. Des Menakeli à Soavenmerna, des Menakeli dans la région du Fisakana, autres que ces Menakeli à Parbé, l'actuel collège des Jésuites, et à Boucharab. Il a aussi reçu des héritages en Kadnanjin et il était l'ancien ministre de la guerre
avant d'être nommé gouverneur de la Varadjan au début de la période coloniale. C'est-à-dire que après la période du royaume, après la présentation du prince Ramad, nous entrons dans la période coloniale, c'est-à-dire on va entrer dans le XXe siècle. Et à partir de la période coloniale, c'est-à-dire que plus précisément, à partir de mars 1896, l'administration coloniale institue ce qu'on appelle le service topographique. La reine a été exilée, donc il n'y a plus, la royauté a été abolie, donc il n'y a plus de royaume de Madagascar. Donc l'administration coloniale institue le service topographique et l'immatriculation foncière. Et en avril 1897, un autre décret ajoute que l'institution des Voudvoun, les fiefs accordés aux nobles, l'institution des Voudvoun est supprimée. Si l'administration coloniale alors a demandé l'immatriculation, nous, pour la période coloniale, nous avons distingué, c'est la méthode, mais après nous allons discuter. Nous avons divisé notre période coloniale en 3 types de propriétaires. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les héritiers des anciens dignitaires, et il y a après il y a les nouveaux, je ne voudrais pas dire, mais il y a ceux qui ont réussi pendant la période coloniale, pour ne pas dire les nouveaux riches du régime. Et enfin, d'autres personnes, c'est-à-dire que ceux qui ont réussi sur le plan économique. Alors, pour les héritiers, nous prenons l'exemple de Ratelfer. Pourquoi Ratelfer? Parce que Ratelfer était désigné par son grand-père, le Premier ministre, comme son légataire universel. C'est Ratelfer qui gérait les biens du Premier ministre pendant son exil. Et Ratelfer a surtout occupé la résidence à Mboutsir. Je n'ai pas trouvé une autre photo de la résidence d'Amboutsir, mais la résidence d'Amboutsir, la maison d'Amboutsir, c'est comme la maison de Renyanzala de tout à l'heure. Ce qu'on voit à l'est, on voit à l'ouest, et les mêmes formats de chaque côté, de chaque façade, pardon, de la maison. Et ce qui fait distinguer la maison d'Amboutsir, c'est au moment où Ratelfer a fait l'immatriculation du domaine, le domaine s'étend que sur une superficie de 11 arts. Pourtant, à Mboutsir, au temps de Ranlayar Vunia, je ne sais pas si tout le monde a déjà traversé la Nationale 3 du côté nord, et le domaine de Ranlayar Vunia Mboutsir commence à partir de l'actuel temple FJKM Mboutsir sur le côté ouest. Mais en 1903, Ratelfer a fait l'immatriculation du domaine appelé Mboutsir qui s'étend sur 11 arts, contenant une maison de maître, des dépendances, un parc planté et un autre domaine, même jour, un autre domaine nommé Tsarasocha 11, le parc Tsarasocha. Tsarasocha 11, 6 à Soave-Moissoindre, comprenant plusieurs pavillons, des arbres, un kianz et un immense parc. Et la propriété s'étend sur une superficie de 23 hectares. Là, c'est le domaine de Tsarasocha. Mais après, Ratelfer a hérité, après ça a changé de propriétaire. Le domaine d'Amboutsir, c'est le domaine de l'État. Et Tsarasocha, c'est devenu le domaine des Ranarville. Parce que d'après Didier Nativel, Ratelfer hérite les actifs de son grand-père, mais aussi hérite les passifs de son grand-père, c'est-à-dire ses dettes. Donc, il était obligé de vendre le terrain le domaine de Tsarasocha au Ranarville. D'où, parce que des gens demandent, mais comment se fait-il que les Ranarville ils deviennent alors propriétaires? Parce que ça a été vendu par les héritiers. Après, Ratelfer, un autre héritier,
c'est le docteur Radzona. Avant, j'ai dit que parmi ceux qui ont reçu comme Lumptania Katfout, il y avait un certain Ramayer qui était gouverneur de Mananzar bien avant. Parmi les descendants de ce Ramayer, de ce gouverneur, à notre droite, un autre gouverneur, Renan Djemapandja, gouverneur de Tamatave et aussi ministre de l'Intérieur dans son actif, et son fils, le docteur Radzona. Le docteur Radzona qui a fait, parce qu'on parle de domaine, le docteur Radzona qui a fait construire un hôpital à Katfout, inauguré par le général Galenui lui-même, le 10 décembre 1901. 1901, c'était encore la pacification et tout, mais le général Galeni a inauguré l'hôpital du docteur Radzona à Katfout, un terrain qu'il a hérité de son grand-père paternel, Ramayer. Le docteur Radzona était parmi les médecins inspecteurs responsables des femmes enceintes et des enfants en bas âge. Il enseigne l'hygiène à l'école normale Lemire de Villers. Et en 1904, il procède à la demande d'immatriculation de la Villa Santé 2, 6 à Katfout. Il n'y a plus de photos parce que ça a été transformé, mais c'est du côté de l'actuelle clinique des Sœurs et le collège Saint-Antoine. Autre héritier aussi, c'est que un autre fils du Premier ministre, c'est Radilfer. Radilfer Antoine, 15 honneurs. Il a été, avant la période coloniale, il a été nommé chef de division de l'armée royale de l'Amboudra. Mais pendant la période coloniale, il occupait le poste d'assesseur à la cour d'appel de Tananarive. Le domaine de Radilfer qui nous intéresse ici, c'est que en 1900, son épouse et cousine, Ranzavel Angèle, domiciliée en Bat-Bevand, emploie le terme de propriétaire. Elle s'est présentée en tant que propriétaire pour s'identifier professionnellement et pour solliciter l'immatriculation de la propriété dite Villa Ranzavel. Villa Ranzavel, si Zavarachambunlu, du côté d'Ivange. Villa Ranzavel, si Zavarachambunlu, d'une superficie de 26 hectares, abritant 5 habitations, des plantes, arbres fruitiers, des rizières et même des marais, qu'elle a fait louer à M. Roussel. Roussel, c'est l'un des chefs du service des domaines de l'époque. Voilà pour les héritiers. Donc, ce sont surtout les héritiers du Premier ministre. Pourquoi le choix? Parce que c'est le Premier ministre qui a été exilé. La reine, elle est partie et elle n'est plus revenue et elle n'a pas laissé, entre guillemets, elle n'a pas laissé de descendants. Donc, nous, on a pris la partie Premier ministre. Autre famille propriétaire de grands domaines et de plusieurs propriétés pendant la période coloniale, les Ranzafmang. Là, c'est l'un des fils de Ranzafmang. Au milieu, c'est Rassamuel Ranzafmang. Rassamuel Ranzafmang qui était membre de la délégation économique en 1924, mais aussi il était commerçant et naturalisé. C'est-à-dire que c'est pas... on a fait exprès de ne pas interpréter naturalisé. Pourquoi et à cause de quoi? Mais c'est le signe de la proximité au pouvoir. Donc, Rassamuel Ranzafmang a été propriétaire de plusieurs domaines à Anjanarive, à Faravouj et en Katfouti, encore à Katfouti. Avec son frère aîné, le docteur Radzofer. Est-ce qu'il y a une photo du docteur Radzofer? Non? Ah, d'accord. Avec son frère aîné, le docteur Radzofer,
Les deux frères étaient membres de ce qu'on appelle l'ACFOM. Que signifie ACFOM? C'est l'Association des citoyens français d'origine malgache. Le premier président de l'ACFOM était le docteur Charles Ranève. Après, on va parler du docteur Charles Ranève. Mais c'est parce qu'on change de contexte. On est en période coloniale, donc qu'est-ce qui rapproche la personne du pouvoir? C'est soit être agent de l'administration coloniale, soit être naturalisé. Alors le docteur Radzofer, qui se distingue dans la demeure, se distingue par son style architectural à Passandra Tsaraoub. C'est juste en face de l'actuelle église catholique romaine de Faravouidj. Et toute cette partie, jusqu'au pont de Béorik, appartenait en grande partie aux descendants de Renzafmang. Alors, c'est une grande maison. Quels sont les éléments qui symbolisent le pouvoir? Alors, maison à étage, toiture en tuiles, avec des faux cheminées de grande taille et des colonnes, des fois en pierre ou en briques. Autre personnage à présenter, Ranarville. Tout à l'heure, je vous ai dit que Ratelfir, il a vendu le domaine de Tsarasot à Ranarville. Donc, le domaine s'étend sur 23 hectares. Hein. La première sur la photo ne fait pas partie de Tsarasot. C'est une propriété de la famille Ranarville à Béorik. Le pavillon de la reine, la famille Ranarville devant, Ranarville avec la voiture et le parc avec le marais de Tsarasot. Outre que le domaine de Tsarasot, Émile Ranarville a aussi demandé l'immatriculation de deux propriétés, de propriétés 6 en Boucharab appelées Villa Malmaison. La Malmaison 1 et la Malmaison 2, appartenant à Émile Ranarville. Et comme les Renzafmang, lui aussi, il est naturalisé et membre de l'ACFOM et autres associations qui symbolisent la réussite de l'époque ou la proximité du pouvoir. Il y avait une association créée, Automobile Club de Madagascar. Les rares malgaches membres de cette association Automobile Club de Madagascar étaient Ranarville, le docteur Radzofer et son frère Samuel Renzafmang, ainsi que les frères Somarmak que nous allons citer après. Mais avant de passer aux frères Somarmak, permettez-moi de vous présenter. On aurait dû commencer par le docteur Charles Ranève. Mais le docteur Charles Ranève, la famille Ranève et leur vin d'Andjubé. Le docteur Charles Ranève, premier malgache naturalisé en 1909, était médecin de profession, originaire d'Anoussat, c'est-à-dire du côté sud-ouest de Tana, président de l'ACFOM ou président de l'Association des citoyens français d'origine malgache. Il était propriétaire d'un grand domaine en Djubé, mais on a cherché, mais on n'a plus trouvé. Peut-être que ça a changé de propriétaire plusieurs fois. Il a un domaine à Djubé où il plante des vignobles et produit du vin, qui a obtenu le diplôme hors concours lors du concours agricole de 1931. Michael, est-ce que tu peux agrandir ce qui est écrit sur les... Là, c'est trop bas. Vin du pays d'Andjubé, diplôme de hors concours au concours agricole année 1940, c'est 42, et le propriétaire, le docteur Charles Ranève. Le docteur Charles Ranève a aussi c'est dans la tradition des naturalisés de l'époque. L'administration coloniale décrète à partir de mars 1929 que
L'accession à la citoyenneté est désormais possible pour des Malgaches qui répondent à certains critères. Donc les premiers qui ont répondu à ces critères ont été naturalisés à partir de 1909 et depuis, tous les mois de mars de chaque année, les naturalisés se réunissent chez un membre et on a cherché mais on n'a pas trouvé comment dirais-je, parmi les gens qui reçoivent les naturalisés, il y a le docteur Charles Ranève. Il y a problème? Bon, après le docteur Charles Ranève, cette photo familiale, c'est la photo, il y a une légende, c'est la photo lors de la réunion familiale des TRR ou les Teradjamengula Srangit en date du 1er novembre 1928. Tout à l'heure, je vous ai dit que si on demande alors, mais à quoi servaient ces domaines, outre la résidence, c'est aussi un lieu de sociabilité. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure marqueurs sociaux. Et cet endroit-là se trouve à Ndjanoubévave et appartenait au pasteur Andjemfidi. Tu peux montrer Andjemfidi? Le pasteur Andjemfidi, avant d'être pasteur, était ministre des Affaires étrangères pendant le gouvernement de Ranelagh Arvoun. Et au début de la colonisation, les membres de sa famille se sont organisés et se sont fixés une réunion familiale tous les 1er novembre de chaque année, même en 2024. L'association a été créée en 1888 et c'est l'une, si je peux m'exprimer ainsi, c'est peut-être la première, c'est l'une des premières associations familiales tananariviennes. Et depuis le 1er novembre, c'est jour de réunion en mémoire des ancêtres. C'est pour perpétuer le pouvoir et pour la transmission de l'histoire du groupe aux descendants. Et je crois que on approche la fin, les Razafi nommés. Ah bon? Parce que c'est pas dans ça. Ah, d'accord. Le dernier, une fratrie de 3. Les frères Rassoua Maroumak, Ranjet et Razafnoumé, originaires d'Ilaf. Et ils étaient, durant l'époque coloniale, ce sont ceux qui, l'exemple ici, c'est ceux qui ont réussi sur le plan économique. Les Razafmang, il était dans 2 domaines, l'économie et le pouvoir politique. Mais les Razafnoumé et les Ranjet, c'était des gens qui ont fait leur investissement dans le travail du cuir, dans le tannage du cuir, et qui possédaient plusieurs domaines, entre autres un Batulone sur 300 hectares. Et c'est un endroit, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un lieu de sociabilité, mais le choix d'un Batulone aussi, c'est que c'est un endroit prisé. Par exemple, de nos jours, on dit « Ah, moi, je préfère les quartiers à la Haute-Ville, ils vendent, il y a des références. » Et à l'époque, les références étaient surtout le côté est de Tana, Manzakandi, Batulone, Anzip. Et les frères Razafnoumé, Ranjet et Rassomarmak, eux, ils sont propriétaires d'un grand domaine où ils reçoivent régulièrement les scouts, les membres du mouvement scoutisme, et les louveteaux ou les membres de l'association étaient émerveillés. Premièrement, pourquoi? Parce que pour faire le trajet Tana en Batulone, les petits étaient véhiculés. Il y a même un qui racontait à son père « Ah, papa, il nous a amenés avec une très très belle voiture qui ressemble à celle du gouverneur général. » C'est-à-dire que seul le monsieur, il n'y a que 2 exemplaires à Madagascar, les deux propriétaires étaient le gouverneur général et
l'un des 3 frères. C'est pour vous dire aussi que, à la fin, c'est devenu un adage. Une femme pauvre disait que Rambavad connaît Razaf Noumé, c'est-à-dire que si jamais, pourquoi je ne suis pas l'épouse de Razaf Noumé, comme ça j'ai tout. Donc Razaf Noumé, c'est l'homme, comment dire ça? C'est la référence de la réussite. Et pour montrer, pour faire attirer les femmes, pour les jeunes hommes de l'époque, il faut être comme Razaf Noumé, avoir beaucoup de propriétés, avoir beaucoup d'argent, un investisseur. Donc ce sont ces éléments-là qui nous prouvent que la matérialité du pouvoir et l'entretien de cette matérialité du pouvoir était vraiment un marqueur social. Ce n'est pas la taille, hein. La taille, elle est, parce qu'on a parlé de domaine, mais c'est l'entretien perpétuel, c'est-à-dire l'écriture, les réunions. Ce sont aussi des éléments qui sont très, très importants pour assimiler le pouvoir à l'individu. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes, mais sur ce, je termine mon intervention. Encore merci à l'équipe du musée. Donc, la discussion.